Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Verbatim. Je vous retrouve cette semaine pour parler du match du FC Metz évidemment, mais surtout des matchs qui arrivent, vous vous en doutez. Le match contre Metz est assez anecdotique au vu de la suite du calendrier pour l'OL. Donc on perd pas de temps, normalement cet épisode devrait être un peu plus court parce qu'il n'y a pas grand chose à débriefer en termes de jeu. Donc on y va. Alors, le match contre Metz. Donc, Metz arrive clairement la peur au ventre. Ils viennent de licencier leur entraîneur. Il y a Frédéric Hans qui doit arriver, mais c'est pas encore fait. Donc voilà, c'est une équipe en mal de points, en mal de confiance, et ça s'est ressenti directement. Leur idée de jeu, elle est cohérente au coup d'envoi, mais elle est souvent assez mal appliquée. Devant la défense à 5, il y avait souvent beaucoup d'espace et les lignes étaient assez distendues. Enfin voilà, il y avait beaucoup d'espace à exploiter côté lyonnais, notamment entre ces lignes. Assez rapidement, Lyon va exploiter cette fragilité, notamment sur le plan mental, et c'est un bon relais entre Nabil Fekir et Marsal qui va faire la différence. Kawashima couvre très mal son premier poteau, Nabil Fekir s'en aperçoit et en profite. Ça fait 1-0 à la 5e minute de jeu. Bon voilà, c'est un départ idéal. Côté messin, les mecs savaient très bien que le match allait être compliqué. Là, ça commence direct par un but, ça semble déjà mission impossible. Un quart d'heure après, et après de longues phases de possession relativement stériles côté lyonnais, le deuxième but arrive par un décalage créé par Lucas Touzard, c'est à souligner. C'est pas tous les jours non plus, mais j'ai insisté plusieurs fois sur le fait que je voulais le voir plus se projeter parce qu'il me semblait qu'il avait quand même des choses à apporter offensivement. Et il le montre bien sur cette action, c'est un mec qui est pas maladroit avec le ballon et qui peut parfois trouver des passes bien senties et surtout des passes verticales qui peuvent manquer en temps normal. Là, il est sur un côté, il décale Tété dans le dos de la défense, voilà, Tété qui centre, Fekir qui reprend. Ça fait 2-0 au bout de 20 minutes de jeu, le match semble assez facile et assez bien embarqué côté lyonnais. Et le match est tellement facile qu'en fait, il se passera plus grand chose de notable dans ce match, plus grand chose qu'on retiendra vraiment. Lyon a 2 matchs très importants qui arrivent et tout le monde le sait. Logiquement, l'intensité physique baisse très largement. Ça permet à Metz d'exister un peu plus, mais sans réellement être menaçant. Alors ça a énervé beaucoup de monde sur Twitter. Les gens voulaient sans doute voir Lyon appuyer et aller en passer 5 à Metz, qui est déjà dans le mal. Aller appuyer là où ça fait mal, aller alourdir le score, ça aurait été l'exigence en temps normal. Personnellement, il y a des matchs très importants qui arrivent. À la fois la réception d'Everton et le derby. Je comprends que ce match n'ait pas été la priorité. Je comprends que l'intensité physique est baissée. Je comprends que certains aient voulu en garder sous la pédale, on va dire. Ça me choque pas, ça me paraît même logique. Alors c'est vrai qu'il y a des moyens de gérer le match en rendant ça un peu moins pénible à regarder. Parce que là, on s'est vraiment emmerdé pendant cette deuxième mi-temps. Mais bon, j'en tiendrai pas rigueur aux joueurs comme au coach sur ce match-là, parce que ce match-là est assez, comme je l'ai dit, assez anecdotique. Faut voir que la réception d'Everton et sans doute le derby plus que tout sont déjà dans toutes les têtes. Aucune équipe ne joue tous ces matchs à fond. Voilà, ça me semble logique qu'il y ait des matchs qui passent avant d'autres. Une fois que tu mènes 2-0 après 20 minutes de jeu contre Metz, tu peux te permettre de baisser le pied. Ça ne me dérange pas plus que ça, on va dire. Alors, sans doute que les 53 000 spectateurs auraient préféré plus de jeux. C'est une transition parfaite pour parler de la politique tarifaire. Ça a attiré beaucoup de gens. Le stade plein, franchement, ça fait toujours plaisir, quoi. J'aimerais vraiment que ce genre d'opération se répète à l'avenir. Alors forcément, il faut voir dans quelle mesure le club s'y retrouve financièrement. Tu peux pas perdre je sais pas combien à chaque match. Mais c'est déjà beaucoup plus proche de l'idée que je me fais du foot, ce genre de match. C'est un stade plein, c'est des gens qui découvrent le stade. Moi j'ai vu mon Facebook après le match, il y avait des gens qui vont pas du tout au stade d'habitude, qui ont posté des photos, ils étaient en tribune latérale. Ça fait plaisir, ça attire un nouveau public, franchement c'est agréable. Et au final, si ces gens-là, si ces nouveaux arrivants ont vu assez peu de spectacles sur le terrain, quoique du coup s'ils vont relativement peu au stade, est-ce qu'ils sont en mesure de faire la différence entre un match chiant et un match, bon voilà ça c'est une autre question. Mais s'ils ont vu peu de spectacles sur le terrain, le spectacle était encore une fois dans les tribunes. Je l'ai dit, je le répète, le travail que les groupes abattent depuis le début de la saison pour faire vivre ce stade, il est faramineux et c'est magnifique à voir. Franchement, les résultats sont bluffants. Le tifo du Nord, encore une fois, mais c'est... Oh là là, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Je l'ai déjà dit, ce genre de voile sur les 3 anneaux du stade, c'est un rendu dingue visuellement. Et donc, encore une fois, bravo aux gones qui se bougent, bravo aux gones qui font vivre ce stade. C'est une chance que l'OL a d'avoir des gens aussi motivés et des gens qui vont se bouger pour mettre un tifo comme ça contre Metz. C'est pas le match de l'année, mais en tribune, ça a vraiment fait le taf, encore une fois. Et tant que ce sera le cas, je le soulignerai, parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à passer sous silence en général. On parle très peu des tribunes dans le foot moderne, donc voilà, moi j'en parle. Félicitations à ceux qui taffent dur, et je pense que
quand ils voient les rendus, ils sont satisfaits parce que c'est juste magnifique. Alors je voulais un peu parler de Mariano, parce que Mariano, je l'ai vu être beaucoup critiqué, à la fois sur Twitter, à la fois en direct et par des spécialistes. Vu ce que ça veut dire aujourd'hui, on met le terme entre guillemets, mais bon. Sur le plan tactique, c'est vrai que Genesio lui demande de rester très haut, à la fois pour être un point de fixation pour les autres, et à la fois pour garder les défenseurs en place et créer de l'espace pour Fekir. Le problème, c'est que Lyon a tendance à conserver le ballon en U, c'est-à-dire à tourner autour de la surface sans vraiment s'engouffrer dans l'axe, ce qui fait que s'il est très très haut comme le veut Genesio, il touche pas de ballon. Et il est comme tous les joueurs, il a envie d'avoir le ballon. On peut se dire que vu ce qu'il en fait quand il l'a, c'est bien qu'il en touche pas beaucoup. Mais bon, voilà, c'est vrai que lui, personnellement, ça a l'air de le frustrer. Donc forcément, il va essayer de décrocher, il va essayer de toucher le ballon, il va essayer de participer au jeu. Et quand il n'y arrive pas, il s'énerve. C'est vrai que Mariano, c'est quelqu'un qui est très 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 expressif. Dès qu'il ressent un truc, ça va se voir, sa frustration, elle est vraiment visible et elle est vraiment palpable. Bon, ça va, c'est un buteur qui s'énerve quand il marque pas. Si on commence à critiquer tous ceux qui font ça, on n'est pas rendu. Ça arrive, c'est arrivé dans l'histoire du football, il y avait des très grands buteurs qui n'avaient qu'un intérêt dans le match, c'était de marquer. C'est pas grave, il y a rien de fou. J'ai l'impression que les gens n'ont pas encore totalement fait le deuil d'Alexandre Lacazette. Ça peut se comprendre. Mariano, il est dans un registre différent, c'est pas faute de l'avoir dit. Ce qu'on lui demande, c'est de marquer. Ça tombe bien, il y a que ça qui l'intéresse. Participer au jeu, faire jouer ses coéquipiers, il s'en tape, il veut marquer, c'est tout. Je voyais quelqu'un le comparer à Fred sur Twitter récemment et ça me paraît intéressant de faire ce parallèle dans l'importance que le but a pour ce genre de joueur. Voilà, le but c'est tout. Après j'imagine qu'on se rend pas forcément compte de ce que ça peut créer comme sensation de marquer un but devant 50 000 personnes. Le mec existe pour ça, le mec est là pour ça, c'est sa vie. C'est un joueur qui est égoïste, c'est un joueur qui n'est attiré que par le but, c'est un joueur qui s'énerve, mais je trouve les gens très sévères avec lui. Pour moi, ça reste un bon joueur, ça reste un bon buteur, voire un très bon buteur. J'ai encore du mal à cerner sa marge de progression. J'ai encore du mal à savoir jusqu'où il peut aller. Est-ce qu'il va stagner à ce niveau-là ou est-ce qu'il va être amené à hausser son niveau de jeu, à progresser pour devenir un grand attaquant? Franchement, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, il fait le taf avec Lyon et que même s'il est frustré souvent et qu'il est frustrant parfois, ça reste un joueur qui a des qualités et qui, pour moi, ne mérite pas autant de critiques. Il y a des joueurs qui sont critiquables par contre. Franchement, le taf des ailiers sur ce match, à la fois Depay et Traoré, voilà quoi. Cette inconstance, elle est quand même assez énervante. Et quand les deux ensemble font un mauvais match, forcément l'animation offensive, elle s'en ressent. Traoré, je le trouve stéréotypé. Et ça fait longtemps qu'il n'a pas sorti un vrai bon match, je trouve. Par contre, il arrive à être décisif encore. Ça, c'est un point positif. Mais à côté de ça, dans le jeu, ça commence à être compliqué. Quand il est en réussite, c'est un super joueur. Quand il est lucide, quand il cadre ses frappes, tout ça. Mais dès que ça devient un peu plus compliqué, il a du mal à avoir de l'impact dans le jeu. Je pense qu'on est en droit d'en attendre plus. En tout cas, j'en attends plus. Et j'espère qu'il va redresser son niveau de jeu pendant les prochains matchs. Depay, il est actif, de plus en plus, je trouve. Mais il utilise toujours encore mal les occasions qu'il a. Les opportunités, il n'est pas très lucide au moment de les exploiter. Et voilà, on sait qu'il y a le bon Memphis, le mauvais Memphis. Bon, là, c'était clairement le mauvais. C'est frustrant parce que du coup, l'animation offensive s'en ressent assez largement. Alors bien sûr, je vais parler des matchs à venir parce que c'est quand même ça qui nous intéresse le plus. Tout le monde, moi y compris, a déjà la tête au derby. C'est le match de la saison, tout le monde le sait. Mais il y a la réception d'Everton avant, il y a la réception d'Everton jeudi, et c'est très très important de ne pas prendre ce match à la légère. Everton arrive avec un nouveau coach, Everton a perdu à Leicester ce week-end, et ils vont jouer leur vie dans l'Europa League. Donc ça va être vraiment un match qui sera pas facile, je pense. Il y a moyen de se le rendre facile en étant sérieux et appliqué dès le début pour exploiter les largesses qu'on a pu voir au match aller, mais il va falloir jouer ce match sérieusement, malgré le derby qui arrive. Physiquement, ça va être un gros match, je pense. Je pense que Everton va vraiment chercher à mettre de l'intensité parce que c'est comme ça qu'ils ont pu un petit peu revenir dans le match aller, ne pas prendre à la légère ce match d'Everton, parce que ça permettrait vraiment de se mettre très très bien dans le classement en Europa League si une victoire avait le bonheur d'arriver. Et puis bien sûr, il y a le derby, je vais pas vous faire le topo, je vais pas vous refaire le refrain que vous connaissez déjà par cœur. Je m'en fous de comment, je m'en fous de qui, je m'en fous de pourquoi, mais il faut le gagner, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Lyon a pas mal de joueurs étrangers cette année, contrairement aux années précédentes où il y avait énormément de joueurs formés au club. Bon, il en reste, mais il y a plus de joueurs étrangers, je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent être surpris par ce qu'ils vont voir. J'espère que les joueurs ont compris l'importance de ce match
et ne seront pas surpris par le niveau physique et par l'intensité qu'ils vont voir dimanche. C'est des matchs particuliers, certains seront surpris je pense. Je m'attends à ce que certains soient complètement dépassés par ce qui se passe. Je pense que ça peut en dérouter plus d'un et j'espère que globalement l'OL arrivera à s'en sortir avec une victoire. Encore une fois, peu importe la manière. Surtout qu'il y a une bonne opération comptable à faire au classement parce que même si Saint-Étienne fait un début de saison solide, ils ont un petit coup d'arrêt ces derniers temps. Leur début de saison est très réussi, mais là, ça va moins bien. Et c'est l'occasion de les distancer vraiment. En plus du fait que ce soit un derby, donc ce qui est déjà largement suffisant, là, il y a la possibilité de mettre un concurrent plus ou moins direct à distance au classement. Pour moi, la gestion de Genesio va être primordiale parce qu'il va avoir des choix à faire. Il va avoir des joueurs à impliquer dans un match plus que dans l'autre. Je ne sais pas franchement quel choix je ferai à sa place. Je pense que je ferai jouer Ferry dans le derby. Une petite intuition comme ça. Mais voilà, pour que l'OL fasse une bonne semaine, il va falloir plus de 11 joueurs qui soient impliqués, il va falloir plus de 11 joueurs compétitifs, et surtout, il va vraiment falloir que Genesio gère bien son groupe pour remplir les objectifs, à la fois en Europa League et à la fois dans le derby. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, ça va être une semaine longue, il y a 2 gros matchs, et on va espérer qu'on se retrouve mercredi prochain en parlant de 2 victoires, ou au moins de 1. À la limite, un match nul jeudi, je prends si c'est pour gagner dimanche. Bonne semaine à tous.